Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles d'invités qui font autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour dirigeants et entrepreneurs fondateurs. Et dans cet épisode, on va, pour la première fois dans ce podcast, je suis vraiment ravi, explorer des leviers et méthodes pour construire son personal branding validés par les neurosciences grâce à Dr Romain Bouvet. Bonjour Romain. Bonjour Mathieu, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup de venir au micro de Bonne Réputation. Moi, ça fait un moment que je te suis, notamment sur LinkedIn. Moi, je suis très LinkedIn. Et ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à te suivre, c'est d'abord lire tes contenus. On va parler, mais on va en parler, mais c'est aussi ton passé, puisque si j'ai bien fait mes devoirs et compris ce qu'il y avait dans ton background, tu es docteur en psychologie sociale et cognitive, ancien chercheur rattaché au CNRS et aujourd'hui donc entrepreneur, formateur, même conférencier. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es l'un des pionnier en France qui vulgarise la vente émotionnelle et le neuromarketing appliqué à la prise de décision. Et ce que démontrent les neurosciences et ce que tu amènes du coup dans tes contenus qui est intéressant, c'est que le problème, c'est que le cerveau humain, c'est irrationnel en fait. C'est que les neurosciences montrent que le cerveau humain est irrationnel, un peu chaotique, et prend des décisions basées sur l'émotion et pas la logique. Et ça te permet en amenant ça de démonter pas mal de mythes du marketing traditionnel grâce à la science. Et ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que tu expliques comment mieux communiquer. Enfin, t'expliques pas, pardon, comment mieux communiquer, mais plutôt qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes quand quelqu'un te lit, te voit, t'écoute. Et voilà, c'est cette approche un peu différente qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup intéressé, interpellé. Le problème, c'est que comment on fait, du coup, sachant que le cerveau est irrationnel, ça veut dire que nos, nos hypothèses sont aussi peut-être irrationnelles sur ce que pensent les autres. Enfin bref, je trouve qu'il y a pas mal de choses à démêler. Et dans le personal branding, c'est quand même du marketing. Et donc, on se pose beaucoup les questions que tu amènes dans tes contenus. La question macro à laquelle je voudrais répondre dans cet épisode, parce qu'on ne pourra pas répondre à tout, c'est comment construire un personal branding efficace grâce au neuromarketing, aux neurosciences. Voilà, comment utiliser le neuromarketing pour créer un personal branding qui fait autorité. C'est une macro question et donc j'ai plein de sous-questions. Mais avant, je vais te laisser te présenter toi et tes activités. Bah écoute, tu m'as très bien présenté. Je peux pas faire mieux, j'aurais pas fait mieux que tu viens de le faire en fait, pour la présentation. Donc, ancien chercheur, j'ai quitté la recherche, parce que, l'entrepreneuriat grâce au marketing en fait, parce que à la base, je me suis lancé pour, plutôt contredire le marketing. C'est pas quelque chose que j'aimais bien. Je m'entendais pas forcément avec les gens qui faisaient du marketing et en fait, j'ai découvert réellement le marketing, quand, auprès des marketeurs et là, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, non, c'est plutôt cool le marketing, en fait, c'est pas ce que je pensais, c'est pas, manipuler les gens». Enfin, j'avais une idée, que j'avais, dans mon université et en fait, j'ai, mené des premières recherches en marketing qui ont cartonné et j'ai eu pas mal de demandes de conférences et là, en fait, je suis devenu consultant malgré moi et le problème, c'est que je gagnais plus avec une conférence en Hmm. marketing ou en donnant des conseils de marketing qu'avec mon simple finalement, salaire de chercheur enseignant. Parce que j'enseigne principalement la psychologie, c'est peut-être même mon 1er travail, c'est plutôt l'enseignement, hein. Et là, je voyais qu'il y avait un décalage. Et donc je me suis dit: «Bah, j'arrête pendant quelques années et je teste». Mais ça a trop bien marché. J'ai monté des sociétés où j'étais payé au résultat, donc j'ai revendu et je me suis lancé sur LinkedIn en août 2022. Ok. Ouais, je suis reparti de 0 et donc voilà un peu mon histoire avec le marketing, qui était assez surprenant. Et avant le marketing, bah, je travaillais sur tout ce qui est mécanismes d'influence et de persuasion, plutôt liés dans le milieu judiciaire, avec le ministère aussi de la Défense. Je travaille aussi pour le Bataclan, enfin, j'ai Ok. tout, mon historique. Et ensuite, bah, tu viens avec une belle présentation où tu parles justement de cette forme d'irrationalité. Alors, il faut replacer dans le contexte quand on parle, de l'humain irrationnel. Il faut Ouais. savoir que quand on parle de marketing ou de management, on s'appuie sur une théorie et cette théorie, heu, qui provient de l'économie, elle nous dit que nous sommes rationnels et qu'on compare, parfaitement, les produits entre eux, qu'on arrive à comprendre ce que tu vas me proposer, notamment sur LinkedIn. Bah, je veux le comprendre et que je vais venir vers toi, l'acheter parce que j'en ai forcément besoin, donc je vais venir naturellement vers toi parce que je suis un agent rationnel, je suis, quelqu'un de rationnel et on va comparer les prix, enfin
toutes ces idées-là. Donc on a même dans des universités, on apprend ce modèle de l'homo economicus. On lui donne même un Mmh. nom. Et en fait, il se trouve que les recherches en psychologie, en économie comportementale, en neurosciences, en sciences en fait, en sciences humaines, montrent que, bah, non, on n'est pas si rationnel que ça. Alors quand on dit qu'on est irrationnel, c'est par rapport à cette théorie, parce que finalement on est humain. OK. Donc, en fait, Daniel Kahneman, le prix Nobel en 2002, qui, justement avec tous ses travaux qui montrent que nous sommes qu'on ne prend pas des décisions rationnelles, si rationnelles que ça, n'aimait pas utiliser le terme d'irrationalité parce que finalement, bah, on est Ouais. humain. Mais en fait, on se comprend pas en tant qu'humain. Donc, en réalité, on est comme on est, en fait, et on n'est pas comme on le croit. Parce qu'on se OK. croit rationnel, on se croit, finalement, qu'on n'est pas influencé. Moi, quand je passe sur LinkedIn, le nombre de personnes qui mettent: «Ah mais moi ça marche pas». Mais si, je prends ces personnes-là et je les mets en laboratoire dans des tests de terrain, ils se font bien sûr, influencer. Moi j'en ai eu plein, hein. Dans mes Ouais. expériences, les gens ils se sont dit: «Bah non, non, moi je vais pas me faire influencer» et au final, rentre mais dans le mille, quoi. Donc c'est dans ce contexte-là. Donc finalement, bah, il y a un mythe qui descend et là on arrive sur une nouvelle ère. Qui est l'humain finalement? Qui est l'humain? Bah, on comprend que l'humain en fait il raisonne il raisonne, pas si bien que ça. Il a des biais cognitifs, Ouais. des erreurs de raisonnement et qu'on est plutôt émotionnel. Parce qu'une fausse croyance, c'est de croire qu'on peut, séparer la raison des émotions. Mmh. Et donc du coup, nous on est là, on est émotionnel, puis que pour acheter une voiture, hop, on va passer sur un côté du cerveau qui est rationnel et qui va acheter. Ça ne marche pas comme ça. En fait, chaque décision est émotionnelle et on fait appel à nos émotions pour prendre des décisions. Donc ça OK. remet tout en cause, plein de plans de la vente et du marketing, qui nous expliquaient qu'il faut donner des arguments, qu'il faut même dans la vente avancer ces arguments. Donc ça casse pas mal de mythes et on est dans cette révolution-là aujourd'hui, dans le marketing et dans la vente. Merci d'avoir, ouais, reposé le décor. J'ai j'ai 12 000 questions, mais on n'a qu'1 heure, donc je vais essayer d'être chirurgical dans mes questions. Ce que j'entends, c'est que le mythe du cerveau droit, cerveau gauche, cerveau rationnel, enfin cortical, limbique, cerveau rationnel, cerveau émotionnel, en fait, appliqué à la vente. Enfin, c'est pas si simple que ça, en fait, appliqué à la vente et au marketing. Et avant de revenir sur cette notion-là et sur le prix Nobel aussi que tu as évoqué, j'ai une question sur ce monsieur parce qu'il a fait des travaux importants et très intéressants pour l'audience de ce podcast. Mmh. Je reviens à une question qui est peut-être plus basique, mais je pense importante. Tu as partagé dans un podcast, c'est le déclic, que le but d'une marque d'entreprise, d'une marque corporate, d'une marque de consommation comme Coca, c'est de créer un souvenir avec une sémantique. Coca, par exemple, c'est happiness, c'est le bonheur, etc. Mmh. Est-ce que c'est la même chose pour une personal brand, pour une marque personnelle? Totalement. Déjà, quand tu utilises le mot brand, marque, tu es obligé. Le but, en fait enfin, on va faire plus simple. Quand tu prends une décision, Ouais, automatiquement, tu prends cette décision à partir de ta mémoire. Donc, que tu as donc des informations que tu as enregistrées. Si, il y a pas de mémoire, bah, tu peux pas prendre de décision finalement donc ton objectif en tant que dans le personal branding, dans ce que tu fais, c'est de créer un souvenir. Parce que quand tu vas commencer à publier sur les réseaux, ils vont pas t'acheter de suite. Tu vas commencer à éduquer ton client de façon émotionnelle, enfin avec du contenu, où la personne va se dire, dès qu'elle a besoin de toi, elle va dire: «Ah mais j'ai quelqu'un sur LinkedIn qui, fait ça». Ou même, tu as un ami ou tu as un collègue qui dit: «Ah j'ai besoin de marketing. Ah bah attends, je connais quelqu'un, ah je veux me lancer sur LinkedIn. Ah bah attends, je connais Mathieu. Je l'ai vu, il poste pas mal de trucs sur LinkedIn, ça me plaît pas mal». Donc on est bien sur de la mémoire, en fait. Et donc une marque, l'objectif, c'est de créer de la mémoire. Maintenant la question c'est: «Ah mais comment on fait?» Bah, c'est très simple. Bon bah là, tu me parles de mon sujet de thèse, hein, donc du coup, OK, tu me lances dans mon OK. sujet où je suis le plus à l'aise. La mémoire. En fait, si je te demande de te souvenir de ton enfance ou des éléments de ton enfance, tu vas me rappeler des éléments, ou des événements, pardon, qui sont émotionnels. Que tu Ouais, vas encoder soit de façon, négative, donc avec une valence négative, soit avec une valence positive. Positive pour les choses que tu dois répéter et négative pour les choses que tu dois éviter et tu vas l'enregistrer. Donc en fait, notre cerveau, il va se servir tout simplement des émotions, il va donner une valeur émotionnelle à un événement pour plus tard, tout simplement, reproduire ou éviter un événement.
Donc on a les émotions, en fait, ça fait partie elles sont intégrées à notre mémoire. Bah, c'est pareil pour une marque, du coup. Si une marque veut créer, une mémoire, elle doit, tout simplement jouer sur, bah, comment on apprend? Beh, par les émotions. Par les émotions, tout simplement. C'est comme ça que tu vas enregistrer, tout simplement, des souvenirs. Quand tu rappelles des souvenirs, tu rappelles tout simplement, bah, des événements émotionnels. À partir de là, l'objectif de la marque est également de l'associer avec une bonne émotion. Donc tu as parlé de Coca-Cola. Coca-Cola, en effet, ne vendent pas du Coca-Cola. Quand tu vois une publicité, ils disent pas, «Goûtez cette, fameuse, boisson gazeuse avec du sucre», ils ne disent pas ça. Non, tu vois des gens avec des sourires, tu vois, le bonheur, sur c'est écrit, hein, happiness, les gens avec la relation, donc ils vont créer la marque Coca-Cola, ils vont sémantiquement l'associer à bonheur. Et si, je te demande bah, de goûter Coca-Cola, bah, automatiquement tu vas activer le champ sémantique qui va avec le bonheur, le souvenir que tu as enregistré avec. Mmh. Donc ça marche de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle la mémoire de la marque et c'est exactement la même chose avec le personal branding. Les gens vont enregistrer ta personnalité, tes couleurs, très important. Ça aide beaucoup pour, les couleurs vont beaucoup, enfin aider, hein, pour, créer de la mémoire et bien sûr la valence émotionnelle que tu proposes. Si tu crées du contenu où il y a pas d'émotion, bah, généralement c'est très rare et ça marche pas très bien. Ouais, OK, OK et donc est-ce que ça, c'est pareil que enfin, j'avais noté qu'il me semblait qu'à un moment tu disais: «On vend pas forcément qu'une expertise, mais aussi une perception». Est-ce que c'est lié à ça justement? On vend, Heu, surtout une émotion. OK, on Au-delà vend d'une plutôt une émotion. perception, OK, ouais, on vend vraiment de l'émotion et en fait, la question que tu dois plutôt qu'il faut que tu te poses sur, enfin, que ton public, ton audience doit se poser, c'est: «Qu'est-ce que je veux faire ressentir quand je publie sur les réseaux? Ou quand les gens vont sur mon site internet? Quelle est l'émotion que je veux faire ressentir?» Et cette question-là va amener à une autre question, c'est: «Quel est le déclencheur d'achat?» Et OK. quand tu poses ces bonnes questions, forcément, c'est comme ça que tu augmentes tes ventes. C'est comme ça que moi j'ai fait cartonner des entreprises, où j'ai pris des parts. OK et alors, bah, j'avais la question justement pour toi. Toi, tu as fait comment pour modeler ta marque personnelle avec, bah, justement pour générer, certaines émotions et certains déclencheurs d'achat? Alors de mon côté, quand j'ai commencé LinkedIn, j'avais pas beaucoup d'abonnés. J'étais vraiment inconnu, donc pas évident et puis j'ai appris sur le tas. Je savais pas comment faire non plus, j'ai mal commencé puisque je publiais des résultats scientifiques, mais les OK. résultats scientifiques, bah, c'est froid. Il y a pas d'émotion, les gens sont là, bon, bah, c'est gentil, mais ça m'emmerde, en fait et surtout quand tu vas sur un article scientifique, tu vois que c'est compliqué et donc tu m'associes à finalement compliqué, chiant et Ouais. beh, je faisais aucune vente. Alors j'ai décidé de me dire: «OK, beh, je vais appliquer mes propres stratégies, finalement à ça» et je suis parti faire ressentir des émotions à travers mon contenu. Les gens qui beaucoup de gens tentent de me plagier, bon, bah, c'est comme ça, mais ils arrivent toujours pas finalement à reproduire, malgré qu'ils volent le contenu, parce qu'ils ont pas compris le principe et le principe, il est simple, c'est qu'à chaque contenu que je vais créer, je vais générer cette émotion qui à OK. force va être encodé. Avec toujours les mêmes couleurs, avec toujours les mêmes polices, avec toujours cette répétition, tout simplement, de mon contenu. Alors moi, quand je me suis lancé, j'avais pas de produit par contre. Donc j'avais que LinkedIn et je publiais des carousels. Donc après, j'attendais, les demandes. Moi, il y a un principe, chez moi, c'est que, il y a 2 façons de trouver des clients. Ouais. Soit tu les contactes, soit ils viennent te contacter. Et moi, ce côté de les contacter, j'aimais pas parce que j'ai déjà fait avec mon ancienne agence. J'ai envoyé avec, plein mal de messages, j'aimais pas trop, la prospection et de toute façon, j'aime pas me faire prospecter non plus, et c'est pas dans ma personnalité. Donc je me suis dit: «Non, moi, je veux qu'ils viennent tout seuls à moi». Donc ils vont directement sur mon site web, ils prennent contact et pour ça, tu dois créer un schéma de contenu précis où tu D'accord. vas créer un contenu pour de la visibilité, que j'appelle contenu de la visibilité, un contenu d'expertise où tu donnes des choses, des éléments qui vont vraiment, être utiles et un contenu d'autorité, où je parle de mes clients et de mes études de cas. Donc j'ai construit mon contenu sur ces 3 angles et l'objectif clé pour que ça marche, parce que les gens me disent: «Oui, mais moi je crée du contenu, les gens ils viennent pas me voir».
En fait, non, tu crées pas de contenu. Enfin, tu crées du contenu, mais c'est pas un contenu qui va générer un déclencheur d'achat. Moi, il y a un seul, élément qui prouve que tu as du Ouais, bon contenu, c'est quand, les gens viennent te voir et te disent: «J'ai appliqué ce que tu as dit sur LinkedIn et ça a marché, j'ai eu des résultats et merci». Et moi, c'est tout le temps que je reçois ce genre de retour de gens qui n'ont jamais rien acheté chez moi, mais ils me disent: «Ça m'a vachement aidé, on l'a mis en place et on a eu des résultats». Et ouais, j'ai même des gens qui viennent me voir et me disent: «Comment je peux aller plus loin avec toi?» Et quand je regarde ce qu'ils font, je dis: «Bah non, en fait, tu as tout appliqué, je vais pas pouvoir t'aider, c'est déjà très bien, en fait. Là, le OK, prix que tu as payé, ça vaut pas le coup par rapport, tu as débloqué toi-même la situation avec mon contenu, que ce soit mes ouais, emails ou mon contenu LinkedIn». Et ça, si tu as des gens qui viennent te voir en disant, «Grâce à toi, j'ai eu des clients, enfin, grâce à ton contenu, j'ai eu des résultats», automatiquement, tu vas avoir des clients qui, eux, veulent payer. Donc sur 100 s personnes, tu en as 80 que tu vas aider et 20 finalement qui vont payer. Donc 80 vont jamais acheter chez toi et ça les gens, ils font pas ça. En fait, les gens, ils ont peur, ils veulent les 100 personnes que ce soit des clients. Non, non, moi ouais, je sais que je vais donner à 80 et 20 vont acheter. Un de mes emails qui a cartonné, j'expliquais, comment vendre, une prestation en B2B en jouant sur l'aversion à la perte. C'est un de mes meilleures stratégies que j'ai analysé moi-même en laboratoire. C'est très puissant. C'est que quand les gens veulent, obtenir des clients, donc ils viennent vers toi, ils disent: «Ben Mathieu, je voudrais, ton accompagnement parce que moi je veux obtenir des clients sur LinkedIn». Moi, je transforme ça à, finalement, le nombre de clients que je perds en n'étant pas sur LinkedIn. Donc je ouais. transforme un gain en perte. Mmh. Tu vois? À tous les coups, en le mettant bien en place. Bah, j'ai plein de gens qui sont venus me voir en disant: «Waouh, j'ai compris ce qui allait pas dans ma vente, je l'ai changé, je l'ai testé, j'ai changé, j'ai utilisé tes questions et ça a marché». Et les gens, OK, ils ont voulu acheter plus loin la formation, sur Pick and Selling qui est comment la vente émotionnelle, mais je leur dis: «Mais là, si ça marche, tu as pas besoin en fait d'acheter». Il y a des ouais. gens, je leur dis: «Non, non, mais n'achetez pas, enfin, pas besoin en fait». Mais ils ont vu que ça ils s'est dit: «Il y a d'autres stratégies en fait». Mais là, ça suffit en fait, parce que tu as trouvé le déclencheur qui, a permis de faire des ventes. Donc c'est ça le Ça, c'est seul ce que tu appelles un déclencheur, ça? ouais. C'est-à-dire quand tu crées du contenu qui fait que les gens viennent te voir pour te dire: «Je l'ai consommé gratuitement et j'ai réussi». Ça veut dire que c'est un déclencheur pour d'autres qui veulent, directement accéder à toi, c'est ça? Ah alors pardon, ce sera pas, un déclencheur d'achat comme je l'entends en psychologie, hein. Un déclencheur OK, d'achat, c'est quand tu es sur une page de vente, tu vas me dire: «Ouais, non, c'est ça que je veux». Là, c'est le déclencheur d'achat. OK, C'est ça qui crée c'est ce sentiment, cette émotion où tu te dis: «Il faut que je l'achète, en fait». Tu vois? ouais, Là, j'ai un ami, il veut acheter la Switch 2, alors qu'il joue jamais à la Switch 1, mais il a vu les pubs, il a vu tout le monde en parler, il dit: «Ouais, non, mais là, je te l'ai ouais, réservé». je le veux. Donc là, on a vu qu'il y a un déclencheur qui a fonctionné, dans la publicité de Nintendo. C'est ça un déclencheur d'achat. Que là, OK, c'est plutôt un KPI. Quand on me dit: «Ouais, ça marche pas, la création de contenu», je demande: «Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir, et qui sont contents, de ton contenu?» «Bah non, j'ai personne qui sont venus me voir». C'est que ton contenu, il est moyen. OK, C'est ton contenu, il est OK. pas bon, en fait, et que tu crées pas du bon contenu. Et c'est comme ça que je différencie le personal branding où les gens parlent d'eux, c'est cool. Mmh Moi, mh. j'appelle ça le marketing d'autorité. Le marketing d'autorité, c'est de créer une autorité. Et comment créer une autorité? Ben, en tout simplement donnant du contenu qui fonctionne. OK, et C'est dans les un 3 des éléments. catégories que tu as ouais, dans les 3 catégories que tu as citées, juste pour les auditrices, auditeurs, qu'ils aient un peu du concret, tu avais parlé de visibilité, expertise et autorité. Est-ce que tu aurais 3 exemples juste pour que les gens se rendent compte? C'est quoi un contenu visibilité pour toi, hein, que tu as fait? Un contenu autorité, un contenu expertise? Ouais, alors, ça reprend le schéma que tu dois connaître, tofu, bofu, bofu. Attends, tofu, Ouais, bofu, tout. bofu. Bofu. Oui, c'est ça. Alors en fait, ça, c'est quelque chose que tu entends beaucoup parler sur LinkedIn, mais bon, moi, alors, je suis pas l'ancienne génération de marketing parce que, mais en marketing, c'est très mal compris ça. Enfin, nous, en Oui. marketing, quand on l'a appris, dans les écoles de commerce, c'était pas ce qu'on entend sur LinkedIn. Donc en fait, moi, ça reprend le même principe et je l'ai mis, à la sauce neuromarketing, en fait. Mais c'est le même principe, c'est que ton contenu, le même contenu, doit avoir 3 angles. Un angle de visibilité qui va te dire: «Ah, ça m'intéresse, c'est trop bien». Un angle d'expertise où tu donnes du contenu qui va aider et un angle d'autorité, où là, la personne se dit: une preuve que ça a marché avec ton client ou une histoire personnelle que tu racontes. Mais c'est une preuve, c'est un résultat. Donc on a bien à 3 niveaux et tu verras qu'en fonction tu feras moins de vues en fonction des 3 niveaux. Ouais, Donc ouais. par exemple, pour moi, tu vas prendre, l'un de mes derniers carousels, c'est, le chiffre 9, où il y avait Netflix, ça 5 € quin 5,99 € et VS 6 €.
C'est un contenu qui a très bien marché. Ou sur le luxe, récemment, j'ai fait un truc sur le luxe qui a fait 1,5 million de vues avec OK. 5 000 likes. C'est un contenu de visibilité. Alors, exceptionnellement, il m'a apporté des clients, mais c'était pas le but. C'était juste OK. pour être visible. C'est-à-dire que tu apprends de la connaissance, tu te dis c'est intéressant, mais tu ne t'appliques pas à toi-même. Tu n'arrives Ouais. pas à t'appliquer à toi-même directement. Donc si tu prends ces contenus-là ou qui reçoivent plus de 1 000 à 1 200 likes, c'est pas des contenus qui m'apportent des clients. C'est un contenu qui OK. m'apporte des abonnés. Maintenant, tu as d'autres contenus qui font moins de likes, qui sont peut-être 300 à 400 likes. Alors, je parle des likes, c'est encore une fois, c'est une grosse erreur puisque je faisais cette stratégie-là quand j'avais 2 000 abonnés, ça marchait très bien et je faisais pas autant de vues. Donc, peu importe le nombre de vues, ça fonctionne bien. Là, tu peux vraiment l'appliquer à toi. C'est-à-dire que là, tu as un guide en carrousel en disant ah ok, j'ai compris, je peux me l'appliquer. Là, c'est un contenu d'expertise. C'est-à-dire que tu donnes vraiment du Ouais. contenu. Et en troisième position, là, c'est une vidéo que j'ai donnée, qui est moins de vues, où là, je donne vraiment une stratégie avec un client, une étude de cas, il y a eu ce problème-là. Ouais. Là, c'est un contenu d'autorité. Ouais, preuve sociale, tu donnes la preuve que tu as réussi, que ça a marché pour un client, tu montres ses résultats et cetera. OK. Exactement. On peut Ouais. dire, par exemple, que le podcast du déclic, c'était un exemple d'autorité. Je donne beaucoup de contenu et aussi des exemples clients concrets qui font que là, ça déclenche l'achat. Enfin, ça Ouais, déclenche c l'envie de venir me dire: «OK, il a une solution pour moi». ouais, ça crée l'effet, chez toi, je dans sur ton cas particulier, par exemple, c'est quoi le qui déclenche l'achat? Tu as remarqué quelque chose, un pattern qui fait c'est quand tu parles des résultats chiffrés de tes clients? C'est quand tu Alors, le vrai déclencheur, ça va être les résultats, puisque les OK. résultats, ils sont plutôt excellents, sur pas mal de clients et puis concrets, vérifiables. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, voir l'avant et l'après. Donc ça, c'est un gros déclencheur. En fait, c'est con, hein, mais c'est pas le meilleur déclencheur, mais c'est quand tu, montres que tu as réussi. En fait, plus tu Ouais. fais d'argent, plus tu vends facilement et c'est ça, en fait, qui fonctionne bien. C'est que si, mal j'aime pas trop ce truc, mais c'est mon chiffre d'affaires, ça va être, le chiffre d'affaires de mes Ouais. clients, ça reste quand même l'argent. OK. Les gens, Ouais, ils ont tu as remarqué que c'est ça qui marche quand même? oui, Ça crée ben, oui. l'effet: «Je veux pareil que le copain», quoi. Je veux C'est qu'ils disent: «Bon, il a de l'argent», donc c'est que, automatiquement, ils associent ça à, il a la compétence. Les gens pensent que c'est mon doctorat, mon expertise. Bah, non, il y a plein de gens qui ont des doctorats, ils se font pas du tout de vues. Au contraire, ils sont pas très bons, enfin, en termes de création de contenu. C'est pas mon doctorat, c'est pas parce que j'ai travaillé dans la police, avant, ça passionne les gens, mais ça fait pas des ouais. ventes. Ça Ça, est-ce que passionne. c'est du ressort des émotions? Tout à l'heure, on disait, bah, faut déclencher des émotions, un champ sémantique. Est-ce que ça fait plutôt partie de Mmh. ce que des émotions que ça Ah, déclenche finalement, de la preuve du résultat, c'est ça qui te déclenche et ouais, donc ça OK. forcément, c'est ça qui va déclencher. Ouais, Heu, mais je voulais dire sur la partie, on d'abord on est là enfin, on vend pas une expertise, on vend des émotions. Oui. Avant de déclencher l'achat, toi, les émotions autour de ta marque personnelle, on est là sur, scientifique, enfin, alors ça, c'est on est des sur un éléments champ sé d'autorité, ça va ouais, rassurer, mais ça va pas, forcément, vendre non plus. En OK, gros, tu vas prendre par exemple Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, ouais, il peut poster n'importe quoi, des trucs super bateaux comme, pour, réussir, il faut être persévérant. Il va avoir 3 000 4 000 likes. Alors que si toi ou moi, on dit, il faut être persévérant pour réussir, on n'aura pas autant de likes que lui. Pourtant, c'est le même ouais, message. La différence, ça va être la source. C'est que c'est Anthony Bourbon, il est super connu, les gens l'apprécient énormément. Du coup, tout ce qu'il peut dire, ça va avoir une valeur émotionnelle plus forte que si c'était quelqu'un d'autre, d'inconnu, qui donnait le même contenu. Donc moi, ça va donner de l'autorité à mon contenu, mais il faut que le contenu soit bon quand même derrière. Donc c'est pas OK, suffisant. Maintenant, il faut ouais, que le contenu soit bon et les 2 ensemble, en effet, ça marche plutôt très bien. C'est une combinaison. Mais ça a pas c'est pas un déclencheur d'achat. Le déclencheur d'achat, c'est: «OK, ce qu'il me dit, ça a marché pour moi, j'ai testé gratuitement, ça me parle, donc le reste est incroyable». Le vrai déclencheur, c'est ça. Moi, c'est: j'ai testé ce qu'il me dit, ça a marché, c'est logique, mmh, ça me parle, c'est concret par rapport à ce que j'entends ailleurs, je l'entendais pas ailleurs et là, je le comprends. Si je comprends, c'est que c'est, cool. Eux, ça leur fait, la dopamine, ils sont contents. Et à partir de là, ils ont une confiance à acheter mon produit, alors que je n'utilise même pas des témoignages, hein. C'est-à-dire ouais, qu'il y a aucun témoignage parce que ça fait moche sur le site internet. Ça fait un peu bas de gamme, un peu comme Apple. J'aime bien Apple. Donc OK, juste avec mon contenu,
c'est un chiffre d'affaires qui est assez important, je vends énormément, alors qu'il y a pas de témoignages, par exemple. OK, tu utilises pas les témoignages. Alors ça, c'est Apple OK. n'utilise pas les témoignages. En fait, Oui, si c'est tu vrai. veux un marketing parfait, c'est sans faux mots, sans mettre une fausse, promotion, ou une promotion tout court, sans mettre de l'urgence, sans témoignage. Ça, c'est ce qu'on appelle les incitateurs à l'achat. Ça comble ton manque de marketing. Un marketing qui est OK. parfait n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que Apple, il y a des témoignages sur le site de Apple? Non, c'est vrai, hein. Il y a Il y a pas de il y a témoignage. il y a Est-ce pas de qu'ils font des témoignage. promotions? Il y a pas de promotion. Parce qu'ils ont un marketing parfait et qu'ils ont compris l'essence même du marketing. Et moi, c'est ce niveau-là que j'aime bien faire chez moi et chez mes clients. Ça veut pas dire que je veux pas mettre de promotion chez mes clients. Quand vendais des fenêtres, je faisais la pause à 1 €. C'était la méga promotion. Bon voilà, parce qu'il fallait attaquer un marché violent et que c'était très, très dur d'être le Apple de la Oui, fenêtre. Donc attention, je dis pas qu'il faut pas mettre de promotion. C'est juste que moi, personnellement, j'essaye d'être comme Apple, et de le perfectionner et c'est pas parfait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas encore OK. parfait. Mais par contre, les Et témoignages, en effet, ça fait vu que je vends du haut de gamme, ben, un témoignage, voilà, les témoignages sur, les produits Louis Vuitton, Hermès, tu les as pas non plus. oui, c'est vrai. Et donc Et voilà. ouais, pardon, pardon? Donc en gros, quand tu vends du haut de gamme, le haut de gamme, en fait, c'est que tu vends un certain niveau d'expertise qui fait que, bon, voilà, les témoignages, ça fait pas partie de ce champ-là. Ouais, et alors c'est intéressant juste, je rebondis aussi sur, tu as parlé d'Anthony Bourbon et tu disais, ça c'est intéressant pour l'audience aussi, que la l'impact du message et le fait qu'il déclenche déjà, la puissance des émotions qu'il va déclencher et potentiellement le déclencheur, ça dépend de la source. Et j'avais une question, qui est peut-être un peu plus large, mais est-ce que dans ton expérience, tu as identifié une raison, un facteur qui fait que les gens prennent la décision de travailler ou non avec une personne? C'est-à-dire que si 2 mêmes personnes font peut-être même ont le même background, scientifique, tous les 2 le la même autorité et font du contenu super, qu'est-ce qui fait, qu'une personne travaille, enfin que quelqu'un choisit de travailler avec l'un plutôt que l'autre, selon toi? En fait, j'essaie de déterminer quand 2 personnes sont très fortes, très expertes, ont de l'autorité, quel est le poids de la personal brand dans l'équation? Ça, est-ce que Alors tu as remarqué quelque chose? non, mais on a même des résultats, enfin ça on peut OK. facilement répondre, on peut même répondre à une autre question que tu as pas posée, mais qui peut être intéressante. La toute Ouais. première, je pensais que c'était ça que tu allais dire, c'est, 2 expertises équivalentes, mais Oui. pourquoi on va choisir quelqu'un? Ben, c'est le degré de confiance. Par exemple, OK. tu vas préférer peut-être quelqu'un de moins expert, et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a été validé, donc quand il passe à la télé, bah, il est validé, donc tu as Ouais. confiance, en fait. Parce que d'autres personnes sont passées par, une validation, donc c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Bah, en fait, étant donné que, la télé l'a validé, que plein de gens l'ont validé, c'est que ça doit être bon, donc j'ai pas moi à réfléchir à réévaluer sa, légitimité. Quelqu'un qui, prétend pouvoir t'aider, mais qui est pas connu, mais qui est très bon, ben moi j'ai pas de preuves, donc j'ai pas de confiance. Donc le Mmh. premier élément, bien sûr, ça va être le niveau de confiance. Maintenant, si les 2 sont connus et que les 2 disent la même chose, là, ça va être ton feeling et ton feeling, ça va jouer principalement par, la variable personnalité. Donc c'est la personne qui, en prenant en compte que les 2 ont activé les mêmes types d'émotions. Ça va Ouais. être la personnalité, le sentiment que tu as avec la personnalité. Certaines personnes vont préférer, quelqu'un d'autorité, ferme, qui rentre dedans et d'autres quelqu'un de plus chaleureux, très souriante, très amenante et très accessible. Ça va dépendre ensuite, de toi et c'est ça qui est cool, c'est que finalement on va choisir en fonction de aussi nous ce qu'on aime. Ouais. Ouais, ouais, et justement avec, enfin, il y a l'arrivée de l'IA qui vient lisser en fait, qui vient c'est génial parce que ça permet à plein de gens d'avoir quand même, accès à un niveau d'écriture, à un niveau de connaissance intéressant et donc, bah, par exemple, si on parle de LinkedIn ou ailleurs, de se positionner quand même de manière, plutôt, allez, d'être à un niveau suffisant pour être intelligible, quoi. On peut demander aujourd'hui à ChatGPT, «Je veux faire ci et ça, je suis coach en santé mentale, Mmh. pour dirigeants, comment je dois me positionner sur LinkedIn?» Il va normalement faire une réponse pas trop mauvaise et donc on se dirait qu'on peut dire que le niveau de base, c'est un peu élevé, mais en réalité, du coup, bah, le niveau global doit s'élever et enfin, comment on se positionne pour être, pour qu'on se souvienne de nous avec les bonnes émotions? Aujourd'hui, comment il faut faire pour être bon? Genre, on est en 2025, qui
qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de l'IA, tu vois, entre 2015 et 2025? Aujourd'hui, comment est-ce que le positionnement a changé? Est-ce que les exigences ont changé, tu vois? Alors c'est une très, très bonne question. Elle est nouvelle cette question, je suis pas l'expert, dans le domaine. Je peux donner juste mon point de vue. En effet, l'IA, rabat les cartes, donne accès, à du contenu. Par exemple, moi avant, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient mon contenu. On voit bien que l'utilisation de ChatGPT, aide à créer du contenu. Et en effet, tout le monde plus ou moins peut aujourd'hui rentrer, dans le marché, du contenu. Mais en réalité, pour le moment, c'est pas trop ce qui se passe. Parce que, OK, déjà dans l'expert, dans mon domaine, j'avais pas réalisé, mais j'utilise beaucoup, l'intelligence artificielle, mais, mon expertise permet de rapidement me dire: «Bah, ça, il dit n'importe quoi, ça, il dit, des trucs vrais». Et en fait, j'ai pas fait attention, mais en fait, il dit souvent des choses qui sont fausses et pas bonnes. Mais moi je balaye en fait. C'est-à-dire que je prends les 30 qui sont bons, je dis: «Bon bah là il s'est trompé», mais je repose la question. Parfois il me parle de théories qui sont totalement fausses, et qui est pour moi de la pseudo-science. Il se trompe même dans les auteurs des revues scientifiques, il fait plein d'erreurs. ouais, Et donc du coup, il faut quand même une expertise pour évaluer en fait ce que l'IA dit, comme bon ou pas. Donc ça va déjà, l'IA, améliorer tous les experts. Donc tous les gens qui sont docteurs, qui sont expertises dans leur domaine, déjà eux, ils y gagnent également. Donc oui, l'entrée de création de contenu, c'est plus facile, mais du coup, tous les experts, bah, eux aussi, ils se sont améliorés. Maintenant le problème, OK, tu as des gens qui ont accès au contenu. Et ça, j'ai des, gens qui viennent me voir maintenant, ils me disent: «Ah, j'ai déjà fait du neuromarketing, mais j'étais déçu». Donc bah, je dis: «Beh, pourquoi?» «Oui, mais par exemple, on m'a dit de faire ça et ça a pas marché». Ouais, mais en fait, ce que le conseil que vous venez de donner, il est pas bon, en fait. Et donc quelqu'un qui, donne du contenu de neuromarketing, le problème, c'est que oui, tu peux créer du contenu, mais dès que tu es face au client et que tu dois poser des questions, tu as plus ChatGPT. Et là, tu dois mmh, répondre au client en direct. Quand tu fais une formation, quand on te c'est pas donner l'information qui va poser problème, c'est de répondre aux questions. Et là, bah, les gens finalement qui, bah, là, c'est là où ils bloquent. C'est quand il faut gagner de l'argent parce que ce conseil, tu le vends. Donc c'est ça en fait, c'est que ça va pas si les cartes ça rabat les cartes pour la création de contenu, ça rabat les cartes pour les ouais, gens qui veulent faire des abonnés, des vues, mais quand tu dois devoir payer ouais, une faut délivrer expertise, derrière. c'est là où ça bloque. Et là, par exemple, moi, bah, j'ai vu que, c'est là où ça bloquait réellement. Parce que le contenu, malheureusement, bah, en fait, il est compliqué. Les conseils que je donne, ça va s'appliquer à l'un et pas à l'autre. Par exemple, moi, je n'utilise pas les témoignages, mais d'autres doivent utiliser les témoignages. Donc si tu reprends ma stratégie, tu tombes déjà, c'est pas bon. Donc c'est très compliqué. Pour le moment, c'est facile pour rentrer avec de l'IA, c'est plus facile. Je vois bien que les posts, les gens ils écrivent mieux, on a moins de fautes d'orthographe. On a beaucoup de contenus qui se ressemblent parce qu'il faut avoir des idées, hein, pour prompter, quand même, il faut avoir des idées. Maintenant, ça change pas encore pour au jour d'aujourd'hui dans le conseil, hein, dans mon domaine qui est le conseil, ça n'impacte pas les gens qui sont bien experts et qui sont très bons dans leur domaine. OK, OK et OK et dans le positionnement aujourd'hui, est-ce qu'on se positionne différemment qu'en 2015 ou est-ce que, pour le moment ça change rien? J'ai pas Est-ce l'impression qu'il que ça faut être change, encore plus précis qu'avant? Enfin voilà, le fait qu'il y ait pas plus forcément. d'expertise, plus de volume? Non? Non, OK. parce qu'en fait, alors oui, moi je conseille toujours d'attaquer une niche, toujours. Par exemple, les gens qui veulent faire, comme moi, bah, généralement, ils font comme moi et c'est l'erreur. En fait, ils doivent attaquer une niche. Par exemple, la psychologie appliquée au bâtiment, la psychologie appliquée au contenu, la psychologie OK. appliquée, en B2B dans la vente. Et là, ça marche plutôt bien quand tu es très ciblé et c'est comme ça que tu fais. Je sais plus son tu une fille qui s'appelle Shannon. Elle est arrivée, même pas 3-4 mois, je l'ai rencontrée au Z-Project à Paris, à une conférence. En 3-4 mois, elle a tout cassé les codes avec un propre contenu dans la vente B2B, où les gens n'avaient pas trop l'habitude d'entendre parler de ça, où elle casse un peu les codes. Ouais. Donc, tu peux rentrer quand tu es très bon, tu rentres facilement sur le marché. Maintenant, quand tu n'es pas expert, si on te promet qu'en créant du contenu, tu vas gagner de l'argent alors que tu as pas vraiment d'expertise, c'est une promesse ça peut passer, mais elle est pas vraiment réelle parce que, c'est beaucoup plus difficile. Mais quelqu'un qui est bon,
Là, je te parle de Chanel, elle était top 1 chez HubSpot. C'est-à-dire qu'elle était, OK. super vendeuse de base. Donc, quand elle est arrivée, elle, c'est facile de créer du contenu parce qu'elle est très Ouais. forte dans ce qu'elle fait. Moi, créer du contenu, c'est ultra facile. Ça me prend pas beaucoup de temps. Donc, tu Ouais. vois, pour le moment, en termes de positionnement, en termes de tout, l'IA, ça facilite beaucoup le travail pour beaucoup de monde, c'est cool. Mais aujourd'hui, en fait, les experts ne sont pas vraiment attaqués dans ce domaine. Enfin, c'est OK. mon avis, actuellement. Ouais, merci. Ouais, merci, merci. C'est intéressant, c'est encourageant aussi. Hem, on parlait de contenu et pour parler au cerveau, je t'ai entendu dire, je crois que tu l'as cité, pardon, tout à l'heure, qu'une des premières règles, c'est de parler au système 1. Ça a été validé par un prix Nobel. Est-ce qu'on peut parler de cette règle? Je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Alors, en effet, on a, des théories en psychologie, des théories où, c'est un débat qui est passionnant. C'est génial, OK. de parler de ça. Mais il faut que tu m'arrêtes, parce que OK, OK. forcément, comme en physique, comme partout, on a des théories en psychologie sur comment fonctionne l'humain. Et moi, quand j'étais étudiant et jusqu'à maintenant, on a une théorie qui s'appelle dual process. Dual process, c'est qu'on a 2 systèmes de pensée ou 2 types de pensée, on ne sait pas trop, et c'est encore un débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, comment fonctionne l'humain et c'est le modèle dominant actuellement. Il y a 50 modèles de ce type-là et tu as Daniel Kahneman, OK. prix Nobel, qui écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2 et qui vulgarise l'un des modèles. Mais vu qu'il est prix Nobel, vu qu'il choisit ce modèle-là, donc c'est le modèle aujourd'hui le plus réputé que tu cites qui s'appelle Système 1, Système 2, qui consiste à, malgré ce qu'on peut entendre sur les réseaux, donc c'est important, c'est pas un système intuitif et analytique, c'est que tu as 2 formes de pensée. Si je te dis 2 plus 2, automatiquement, tu as une réponse qui est arrivée automatiquement à ton esprit qui est 4. Tu l'as pas calculé, tu as eu 4 qui est Ouais. arrivé, tu aurais pu dire 4 spontanément. Si je te dis 17 fois 24, là, tu as pas une réponse automatique. Tu vois bien que c'est pas pareil. Mmh. Donc on voit bien que, dans ta façon de penser, il y a eu 2 styles de pensée. Une rapide et intuitive, qui a été automatique, et une qui était pas du tout automatique, qui, enfin, si, il y a eu une réponse automatique qui a fait que: «Ah, je sais pas», et tu as activé une autre pensée qui est plus consciente, plus lente, heu, plus analytique. Mais attention au mot logique, pas plus logique, parce que tu peux activer du système 2, donc cette réflexion et te tromper. Les théoriciens du complot, ils réfléchissent et ils se trompent. Donc Ouais. ça veut dire que c'est une idée où tu te concentres plus. En fait, c'est comme si c'était la concentration, pour faire très simple. En neurosciences, on appellera ça d'ailleurs de la concentration. Donc voilà, c'est ces 2 types de pensées. Mais en fait, on a vu que pour, que ça fonctionne, en termes de communication, il faut activer ce 2 plus 2. Donc OK. c'est pour ça qu'Apple, ils vont pas dire, quand ils ont parlé d'iPod, ils ont pas dit 5 gigas, de stockage. Parce que tu arrives pas à te représenter 5 gigas de stockage. Mais ils vont dire 1000 musiques dans ta poche. Là, tu as une Ouais. image, tu sais te la représenter. C'est pas forcément les bénéfices, parce que les gens ils parlent de bénéfices. Non, non, non. On peut parler d'autres choses, pour que ça fonctionne, c'est parce qu'on arrive à se représenter. Par exemple, on a testé en A/B testing sur une page de capture, c'était pour un webinaire. La Il y avait une version, c'était la méthode étape par étape que vous allez avoir dans le webinaire. Si je te dis méthode étape par étape, est-ce que tu arrives à te représenter une méthode étape par étape pour investir dans l'immobilier? Mais pas si simple que ça. Ouais. Alors on Ouais. a changé par le mot, vous allez obtenir un plan. Mmh. Le mot plan, tu arrives à te représenter un plan. Mais ce mot-là a donné plus de résultats que la méthode étape par étape. OK. Donc, en fait, l'objectif, c'est de parler finalement à ce système 1. Alors attention, hein, encore une fois, il y a le livre Système 1 et Système 2 de Daniel Kahneman. C'est une forme qu'on appelle nous canonique parce que, elle n'est pas, bien sûr, aujourd'hui, on est en 2025, il a publié ça, c'était une théorie qui était dans les années 90, elle a évolué aujourd'hui, hein, elle a beaucoup évolué, mais juste ce que je viens de dire, c'est suffisant pour comprendre et l'utiliser. Ouais, merci beaucoup de ouais, OK. Merci beaucoup. Je pense que ça donne plein de avec les exemples, en plus, ça donne pas mal de billes, pour notamment parler du positionnement avant et de comment je me présente, comment je présente mon service. C'est hyper intéressant et au début de l'épisode, on a parlé aussi du prix. Tu as fait référence d'ailleurs à un de tes contenus qui avait bien marché sur le luxe. Moi, j'ai une question sur le prix parce que ça questionne aussi l'audience. Quand on travaille son personal branding dans un contexte professionnel, en fait, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Moi, je parle pas du cas où on veut devenir influenceur ou autre, on veut vendre à la fin ses services. Est-ce que, bah, j'ai pas, j'ai
plusieurs questions sur le prix, en fait. Et la première, c'est est-ce que le fait de mettre, un prix rond ou un prix plutôt complexe, quand je dis prix rond, c'est par exemple 5 500 € versus, 5 789. Est-ce que ça a un impact? Et je demande ça parce que j'ai vu, dans un de tes posts, qu'il y avait, un prix précis donnait l'impression d'être plus réfléchi et crédible. Je crois que tu donnais des exemples dans l'immobilier ou même des Tesla qui donnaient des prix très précis avec, qui se terminaient par genre 789. Mais dans un autre post, tu disais, bah, un prix rond est plus premium. Et je me disais, attends, qu'est-ce qu'il faut, c'est Ah, quoi le mieux? Quel est très l'impact? compliqué, le choix du prix. Le choix du prix, Ouais, déjà, ça va déterminer ton positionnement et ça dépend aussi de ton public. Si tu veux vendre, par exemple, un programme pas cher à tout le monde sur, le personal branding et te dire: «OK, moi, je veux vendre rapidement à plein de gens, un petit programme et je veux en vendre tous les jours et mon prix, ça va être, 150 €». Là, tu vas ouais. plutôt le mettre à 149 €, Mmh. et on va utiliser un chiffre 9 pour le côté promotion, pas cher et pour les gens voilà, qui veulent démarrer sur LinkedIn à 150 €, 149 €, voilà, ça semble pas très cher et c'est plutôt efficace. C'est encore plus efficace si tu mets à 99 € par rapport à 100 € parce que là, on a un vrai même si c'est que 1 Ouais, € d'écart, là, tu as une vraie différence. Maintenant, comment faire quand on est sur du plus cher? Là, ça dépend de ton produit. Imaginons que tu veux faire un accompagnement, non, tu proposes la création d'un profil LinkedIn, plus page site internet, plus du SEO. Tu es sur une prestation. Ici, la prestation, on voit bien qu'il y a plusieurs items. Donc, ouais. si ça tombe sur 3 000 € pile, on va se dire: «C'est bizarre quand Mmh. même, comme par hasard 3 000 €». Moi, quand je vendais des fenêtres, si je disais 5 000 €, c'est bizarre. Tu as arrondi, mais au supérieur ou Ouais, inférieur, c'est bizarre. Alors que moi, mes d'accord. prix, finalement, ça va tomber sur, vos fenêtres, ça va être 4 758 €. Parce que, Mmh. là, il y a eu les mesures. Déjà, une fenêtre, c'est totalement là, tu vois des fenêtres derrière toi, elle est unique. Donc il faut on va prendre la mesure et la mesure, déjà, rien que ça, fait que c'est personnalisé. C'est pareil dans une prestation, souvent, ça va être personnalisé. À partir de là, on va, forcément ne pas tomber sur un prix 3 000 €. Ça va être 3 200 €, 2 000, OK. 3 000. Ça montre que en fait ton prix il a été travaillé et qu'il est pas arbitraire. Par contre, dans Ouais. une prestation de e-learning ou de coaching où toi tu te dis: «Moi c'est, 6 mois à, 5 000 €», on va accepter que c'est 5 000 € sans problème parce que c'est un programme, Ouais. tu as décidé que c'était à 5 000 € pendant 6 mois et voilà, j'ai fixé mon prix, c'est celui-là. Là, on t'attend pas sur un prix précis parce qu'on se dit pas que, Ouais. que tu pen que ça va changer par rapport voilà, que tu as défini un prix, Mmh. finalement mensuel, à ce niveau-là. Donc en fait, ça va dépendre vraiment de ton positionnement. Si tu, vends à des gens qui ont pas vraiment les moyens, mais imaginons ce sont des salariés, ton prix tu vas Ouais. pas l'afficher. Tu vas la parce que faut plutôt tu vas le faire au closing avec des closers, avec un qui va poser des questions et qui va donner le prix à la fin, qui va être 1 499 €, qui est cher pour des gens qui, n'ont pas d'entreprise. Moi, j'affiche mes prix parce que mes clients, c'est des gens qui sont des entreprises, des entrepreneurs, enfin des entreprises, beaucoup de solopreneurs, mais qui ont souvent une entreprise, qui marche déjà, qui payent facilement, en fait. Donc moi, Ouais, j'affiche bah, mes ça, prix. c'est J'ai pas besoin ah, d'avoir un c'était closer derrière qui va faire la surprise. Alors attention, c'est 5 000 €, tu vois? Et ils achètent très c'est facilement mes formations parce que je vise une cible qui, ont les moyens. Ouais, tu réponds à ma question suivante, mais qui est une vraie question et il y a un vrai débat quand même là-dessus, c'est comment annoncer son prix quand on vend un service, associé, à une personne, donc associé enfin un service associé à son Mmh. personal branding, mais qu'on vend par exemple à une entreprise. Toi, pour toi, dans tous les cas, si on vend à une entreprise, il vaut mieux que ce soit annoncé, affiché avant le rendez-vous, Ah non, 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 quel non, que non. soit le niveau de prix? Non, 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 Parce que pas du tout. ouais, Moi, si je le fais, OK, c'est parce que je reçois trop de demandes et donc du d'accord, coup, OK. c'est pour, qualifier la demande dès le départ. Sinon, quand il y avait pas mes prix, c'était, déjà, prends en compte que mes prix affichés Ouais, en mars-février, c'est 750 demandes à gérer, qualifiées. Alors que moi, j'ai pas une équipe, aujourd'hui pour, répondre à autant de demandes. Donc il y a plein de gens qui ont pas eu de ouais. réponse, parce qu'on s'y attendait pas. Tu as parlé du le podcast Le Déclic. Il y a eu Louise Berry aussi, je suis passé. Enfin, cumulé, il y a eu Omi Donzel en même temps. Les 3 cumulés, plus un email qui a cartonné, et les 3 cumulés ont fait 750 demandes. Waouh! Tous ont vu le prix avant, tous, quasiment. Ouais, Donc en fait, ils voulaient juste acheter et voir comment, accéder au programme. Sauf que nous, on est très sélectifs et c'est pas facile de rentrer chez moi en tant que client. On fait attention.
Tu peux pas acheter sur mon site internet. On sélectionne pas mal avec qui on travaille et à qui on accède nos formations. Surtout quand on parle de neuromarketing. Moi, chez moi, c'est des gens qui ont quand même beaucoup d'entreprises éthiques. Donc, si tu vends des produits chinois, par exemple, bah, on va pas t'accepter. Il faut vraiment que tu OK. apportes quelque chose de nouveau ou que tu sois un vrai expert. Si tu as été formé je sais pas moi, au coaching en 2 jours dans un week-end à la montagne et que tu veux aider des gens sur le syndrome de l'imposteur, bah, on va pas te trouver légitime et tu auras pas accès tout simplement à nos Ouais. contenus. Donc on fait très attention à ce côté éthique de nos côtés et on priorise les gens qui apportent dans l'économie positive. Donc tout ce qui est Ouais. écologie, tout ce qui est bien-être en entreprise, tout ce qui apporte finalement du bien, tout ce qui est produits locaux. Ça, j'adore. Tout ce qui est les vêtements fabriqués en France. J'en ai de Ouais. plus en plus, hein, des clients qui proposent des super produits. Tout ça, nous, c'est la priorité. Mais voilà, donc si c'est pour, voilà, donc on fait attention à ça. Par exemple, on a refusé quelqu'un qui proposait des bilans de compétences automatisés avec de l'IA. Bah, on se dit: «Bah non, le bilan de compétences, c'est un moment humain, un moment humain que tu passes avec une personne». Donc on a refusé tout simplement la personne ou qu'on n'a pas trouvé légitime parce qu'il faisait ça avec des trucs un peu bizarres. Donc voilà. Ouais. Donc sur ce côté-là, moi, il y a le filtre. Après, moi, je ne conseille pas forcément de mettre les prix. C'est parce que je reçois trop de demandes par rapport à ce que je peux D'accord. délivrer aujourd'hui. Donc tout simplement, sinon j'aurais pas pris mes tarifs et ensuite non, tu es obligé de faire un entretien parce que imaginons que demain, toi tu proposes, je sais pas combien c'est combien tes tarifs, mais tu proposes Moi, c'est 5 500 par exemple. Mais bon, c'est 5 aujourd'hui, moi, je te pose la question, c'est parce que c'est 5 500 mon accompagnement et c'est vrai que je mets pas mes prix. Ils ont pas changé depuis, enfin, ça tu fait pas longtemps qu'ils besoin. ont pas changé, mais je les mets pas, mais je les donne à la fin. Et je me posais la Non, question c'est de très bien. parce que j'ai envie de préfiltrer et donc j'essaie dans mon Calendly, tu vois, dans la bah, de poser quand Non, même non, des non, questions, de c'est donner un indicateur, ce sera tant minimum par mois. J'essaie de donner des indicateurs pour filtrer, mais c'est pas dur du coup évident, de mais non, pas avoir les ça touristes, fait quoi. partie du jeu. Tu as des gens, tu vas mener en entretien, tu ne vont pas closer parce que le prix sera trop cher. Maintenant, ça va dépendre de comment toi tu vas le vendre et c'est là que l'irrationalité elle rentre en compte. Ouais, Les entrepreneurs ont un gros problème pour estimer ce qui a de la valeur ou pas. Par exemple, un entrepreneur qui n'investit pas 5 000 € pour son personal branding, il va plutôt acheter un ordinateur Apple plus un iPhone ouais, sans problème, tu vois, avec sa boîte. Mais là, il s'est dit, vu que c'est concret, toi, un iPhone, c'est concret. Donc du coup, c'est plus facile à vendre. Maintenant, toi, ce que tu proposes, c'est pas vraiment concret. Parce qu'on peut pas l'avoir en matériel. Donc ça, tu vois déjà une forme d'irrationalité. Du coup, tu dois emmener ton client dans l'entretien, et ça, tu pourras le faire que dans l'entretien. Enfin, tu peux le faire sur une page de vente, mais c'est bien de le mener dans l'entretien. C'est là où on va appliquer une certaine méthode. C'est de faire prendre conscience que 5 000 € investis, c'est 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000 € qui va être gagné à la fin. D'ailleurs, si tu peux pas prétendre ces résultats-là, tu lui proposes pas ton mmh, accompagnement. c'est Et clair. en fait, c'est ça qui est très compliqué, entre les bons entrepreneurs et les gens qui n'arrivent pas. Moi, je suis dans un mastermind où tu as des gens, c'est tous des tueurs. Tous, ils investissent. Moi, j'ai investi actuellement plus de 20 000 € sur un site internet, un nouveau site mais en cas de formation vendue, il est rentabilisé. Et je vais en vendre Ouais, beaucoup plus parce que, c'est des formations pour les grands groupes, c'est un cabinet de recherche et le site il est même pas en ligne que déjà il est rentabilisé. Mais si j'avais pas, les plaquettes, si j'avais pas ce branding-là pour ce site-là, beh, tu vois, 20 000 €, tu dis: «Putain, c'est vraiment cher, quoi». Donc en fait, te payer 5 500 € pour avoir un profil LinkedIn qui marche bien, qui va dans tous les cas rapporter 1-2 clients minimum, qui va rentabiliser, bah, c'est à toi de le faire comprendre parce que ton client va pas le comprendre. Soit c'est un entrepreneur qui a l'habitude d'investir et gagner. Donc quand tu commences à comprendre que investir égale gagner, bah, ouais, automatiquement c'est bon, donc là tu vas vendre facilement. Mais quand ils ont pas l'habitude de ça, et beh, tu vas devoir le faire comprendre par des questions. Et donc lui ouais, doit comprendre que, bah, OK, demain, là, toi, tu vas poser la question. Si demain vous avez un profil LinkedIn parfait, qui est très clair avec, combien de clients vous allez pouvoir obtenir par semaine ou par mois minimum, vous pensez? Et la personne va te dire: «Bah, minimum 3-4. Et combien sont vos tarifs?» «Bah, moi, je vends à 4 000». OK, donc là, si on a tout à bien mettre en place, on a à peu près, 12 000, enfin, on va dire, ouais, 12 000 € de chiffre d'affaires par mois fois 12. Donc là, tu commences à monter, bien comme il faut. Donc c'est ça un peu, l'objectif que vous voulez souhaiter atteindre. Et c'est lui qui le dit. Il a 5 000 €
pour gagner 100 000, tu vois? Ouais. Là, il faut être stupide pour dire non. Donc c'est ça en fait que tu dois après la seule chose qu'il peut te dire c'est: «Ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher?» C'est ça qui va pouvoir te poser comme question, et elle est légitime, et c'est là où tu joues avec ton expertise, tes témoignages, et puis tu es même pas obligé de dire que 100 ça va marcher. Tu dis: «Bah non, c'est un investissement». Moi je dis à mes clients, faut être très ouvert. Moi j'ai beaucoup de bons résultats, mais j'ai aussi des résultats où ça ne fonctionne pas parce que parfois ça marche pas avec la personne, parfois le produit, bah, il n'est pas le bon. Et parfois, moi, je Ouais. donne les meilleurs outils, mais moi, quand j'ai fait beaucoup d'argent dans les fenêtres, mais au début, je pensais pas que ça allait marcher autant. J'aurais jamais cru que ça allait marcher autant. Donc on va Ouais. vraiment Ouais, ouais. essayer. Donc ton client, bah, oui, ça fait partie des investissements. Moi, j'ai investi récemment dans des trucs, ça a pas du tout bien marché, bah, c'est comme ça, j'ai perdu 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, c'est rien, mais ça fait partie du jeu de l'investissement d'entrepreneur. Donc Ouais. tu es pas obligé aussi de vendre que des résultats, mais au moins il teste ta stratégie à toi. C'est à lui ensuite d'avoir confiance en toi ou pas. Et puis peut-être qu'il testera avec Mmh. quelqu'un d'autre et ça va marcher, tu vois? En fait, quand les gens achètent chez toi, ils achètent une stratégie. Mais le problème, c'est que pour marcher ton entreprise, il y a 100 ou 200 stratégies possibles. Tu en as une qui est Ouais. excellente et d'autres qui sont nulles. Tu en as 10 qui sont bien et d'autres qui sont trop nulles. Beh, voilà, tu changes, c'est tout. Tu changes de stratégie et tu testes, et c'est comme ça, l'entrepreneur, il perd beaucoup d'argent à tester des stratégies. Et toi, ce que tu proposes, c'est des stratégies. OK. Merci beaucoup pour, ouais, merci beaucoup pour l'éclairage. C'est super intéressant et ça Je réponds à des remet questions aussi que le tu as même pas doigt posées. pardon? Je réponds à des questions que tu as même pas posées, je m'embarque. Heu, ouais, mais non, mais c'est top parce qu'on ouvre des c'est dans les tu sais, on ouvre des tiroirs, on digresse et c'est dans les digressions que se trouvent les trésors à chaque fois et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, leur personal branding et qui écoutent ce podcast qui, malgré tout, à la fin, vendent des services, donc des produits potentiellement intangibles et là, ce que tu dis, c'est que, bah, c'est tout le problème, en fait, de comment je valorise un produit intangible, donc un service et ça, c'est un vrai pain de pas mal de monde et là, déjà, Alors, tu donnes des bonnes pistes, je trouve. C'est super intéressant. je donne un exemple qui est très simple. Quand tu vends, alors moi, je me suis spécialisé dans le service. Je suis très bon aujourd'hui dans ça, dans mon domaine et pour aider les clients. Et c'est très important de bien le comprendre. Un service, en effet, c'est du vent. Ça n'existe pas. Quand tu as un enfant, tu dois acheter une poussette. Tu as pas Ouais, le choix. Tu vas acheter une poussette. La question que tu te poses, c'est quelle est la poussette que tu vas acheter? Une yo-yo, une machin, ouais, je sais pas. Enfin, c'est le marketing qui va jouer. Quand tu vends une prestation de service, c'est pas ça. C'est: «Est-ce que j'en ai besoin? Et quand oui, bah, qui je vais prendre en compte?» On a fait des questionnaires, mes clients, j'ai un gros client dans la prestation de service qui a envoyé des questionnaires à leurs clients, à tous les clients, mais les gens qui ont pas acheté, enfin toutes les personnes qui ont pas acheté, pour leur demander pourquoi ils ont pas acheté, chez qui ils ont acheté. 60 à 70 des gens ne sont même pas allés chez le concurrent. Ils ont pas acheté le produit parce ils avaient le sentiment qu'ils en avaient pas besoin. Pourquoi? Parce qu'une prestation de service, étant donné que c'est du vide, ça n'existe pas, c'est pas concret, on ne le vend pas de la même façon que le produit. C'est pas le même marketing, et ça, quand tu le comprends, ça change tout. Quand tu comprends comment vendre du service, là, c'est là où tu dis: «OK, c'est pas le même marketing», et les gens, ils appliquent du marketing qu'ils voient dans l'école de commerce, qui est du produit, de base. Donc ça ne fonctionne pas. ouais. Il y a toute une psychologie à avoir, et pour ça que moi, dans ma formation, par exemple, je passe toute une partie pour expliquer la psychologie de la vente de service, qui n'est pas la même que vendre une OK. poussette. Voilà la différence entre les 2. C'est que dans l'un, tu es obligé de l'acheter, dans l'autre, tu es pas obligé de l'acheter. Mmh et ouais, important notamment je crois que tu le disais aussi dans un autre podcast, mais en tout cas, moi, j'essaie aussi de le faire comme ça, de vendre des livrables intermédiaires. Enfin, tout à l'heure, tu parlais on vous vend pas une méthode par étape, mais on vous vend un plan et donc à la fin, vous Exactement. aurez ci, ça, vous sortez quand même avec des éléments tangibles. Ça, c'est un élément qui est important aussi, et qui permet de pricer, enfin voilà, on revient sur le prix. Hem Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. C'est j'ai 12 000 questions. En fait, je suis constamment en train de choisir les questions que je pose parce on est limité dans le temps, mais ça fait partie du jeu. Hem, comme on s'approche de la fin, je vais revenir sur des questions peut-être, un poil plus, généralistes. Je reviens sur le personal branding, professional branding ou même, peut-être marketing d'autorité. En tout cas, souvent, l'objectif ultime quand on travaille sa marque personnelle, c'est de développer son autorité, devenir l'autorité dans son domaine puisque ça aide énormément ensuite, bah,
on parlait tout à l'heure de confiance dans la preuve, de quand même amener les gens à au moins te considérer. Heu, Qu'est-ce qu'il y a selon toi derrière, le leadership d'opinion ou l'autorité dans le cerveau des gens? Qu'est-ce qu'il faut arriver à créer pour, OK. Alors ma question c'est: comment on devient une figure d'autorité? Oui, Alors, nous, il y a plusieurs déclencheurs. Les plus faciles, c'est quand tu passes à la télé, quand tu as des ouais, diplômes, quand tu mets ex Google, ex, Nespresso, ex Coca-Cola, tu as par ton expérience de l'autorité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est: «Ouais, mais tu pas tout ça. Tu es salarié d'une boîte, tu veux quitter, tu veux te lancer, tu aucun élément d'autorité». Donc la question qu'on peut se poser, c'est: comment devenir une autorité alors que je n'ai, pas de diplôme ouais. à valoriser, pas d'expérience précise, la boîte, elle est pas connue, une boîte en province, à Bordeaux, heu, comment faire? Bah, en fait, c'est là où tu vas devoir créer ta propre autorité. Donc, c'est de choisir un réseau, Instagram, TikTok, LinkedIn, et de se dire: «Je vais apporter mon expertise, sur un problème précis, à une certaine audience». Parce on peut toujours aider quelqu'un. On n'a pas besoin d'être le plus haut grand expert du monde, pour, expliquer à tout le monde. Et de là, de donner du contenu qui aide déjà des clients. Et beh, quand tu as donné du contenu qui va aider, et les gens vont appliquer, tu vas devenir une autorité pour eux. Et tu vas devenir quelqu'un, waouh, incroyable. Tu vas créer ce déclenchement chez la personne, cet insight automatiquement. Mmh. Elle va parler de toi, ton post va être publié et tu vas commencer à créer toi-même ton diplôme. Ton diplôme qui est que, bah, tu vas avoir de plus en plus d'abonnés, les gens qui vont de plus en plus vouloir te suivre et à un moment donné, les gens vont dire: «Mais comment vous pouvez m'aider?» Donc tu crées ton domaine dans ta niche et en continuant et avec de la patience, bah, tu vas augmenter ton autorité. Mais déjà, tu peux être une autorité locale. Moi, j'ai Ouais, beaucoup de gens qui font beaucoup de ventes, chez mes clients notamment sur LinkedIn, mais ils sont connus localement, à Marseille, à ouais. Toulouse, à Lyon, en Bretagne, heu et après, beh, voilà, c'est à toi de décider si tu veux faire du national, bah, tu remontes ton autorité et tu continues à la construire. Tu vas le bâtir, en fait, cette expérience, pas à pas et Et tu feras déjà des ouais. ventes avant. C'est l'expertise et les insights, dans ce que je comprends, qui permet de bâtir son autorité, le fait de partager des contenus qui aident vraiment les gens. Pas Hem, que. Néanmoins Qui aide les gens, mais par contre, oui, il faut également, partager un contenu qui ne valide pas forcément ce que les gens pensent. Si tu OK, dis, les, managers, méchants, les managers sont méchants, ou les patrons sont méchants, ils sont toxiques, ouais, les gens, ils vont liker. Les gens vont t'adorer, mais tu vas pas faire des ventes. Je connais des gens qui parlent de ça sur LinkedIn, qui font max de vues parce qu'ils critiquent, les managers toxiques, tout le monde se reconnaît. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc du coup, tout le monde like. Tu as beaucoup d'abonnés, mais tu ne vends pas. ouais. Et tu ne deviens pas forcément, demain, si tu arrêtes de publier, on t'a oublié. Donc ça, c'est pas une bonne stratégie. Faut que ton contenu active des changements de croyances. Toi, tu pensais A, Mmh. et cette personne-là, elle me fait penser B. Et c'est comme ça que tu vas créer des insights émotionnels en me disant: «Cette personne-là m'apporte quelque chose de nouveau». Et ça va créer cette accroche d'autorité et de connexion émotionnelle. Là, dernièrement, si tu dis: «Bon, écoutez, il y a un nouveau truc qui arrive sur les réseaux aujourd'hui publier, ça ne suffit plus, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une nouvelle stratégie des qui commence à cartonner sur les réseaux, c'est X». Je ne le savais pas. Et là, tu accroches les gens. Ouais, Très rapidement, ça va, vite. ouais, Là, je connais des nouvelles figures d'autorité, elles arrivent avec de l'agent IA. J'ai créé un agent IA, je vous explique comment faire, c'est gratuit, ouais, paf, masterclass. Toi, tu es en train de faire ton agent IA avec la personne qui t'explique. Tu as passé une heure à faire sa vidéo. La personne a été inconnue du public. Tu as passé une heure à regarder sa masterclass, la connexion, elle est faite. Tu peux ouais, que l'apprécier. ouais, Grâce à lui, tu as eu un agent IA gratuit. Maintenant, le jour, ce ouais, gars, il propose une formation, tu l'achètes. Donc, du jour au lendemain, avec un contenu qui change, ça peut marcher. Maintenant, dire l'inverse à quelqu'un en disant: «Tu as publié sur les réseaux du contenu qui bateau qui valide des croyances», ça marchera pas. Les gens vont mmh, pas venir chez super. toi. Faut que Ouais, tu arrives on peut pas tous être une figure d'autorité, on ne peut pas tous réussir sur les réseaux sociaux. Ceux qui réussissent, encore une fois, ça reste les meilleurs et c'est ceux qui apportent du changement. Il y a quelqu'un qui est pas, forcément accepté par tout le monde aujourd'hui, qui est Oussama Hamar, mais moi quand, ouais, il s'est lancé dans The Family,
je me lançais mes premières boîtes, je commençais à quitter j'étais encore CNRS, j'étais encore chercheur. Il a apporté tellement d'insights ultra puissants, c'est pour ça que les gens Ouais. sont méga fans. Mais voilà, Oussama Hamar, il a créé une autorité, heu, au début, enfin chez The Family, parce qu'il apportait que des choses nouvelles. Produit market fit, Mais ouais. pas, enfin il a amené les techniques américaines en France et c'est pour ça que les gens sont fans. Ouais, Donc ouais, ouais. un messie ou un prophète ou ce que tu veux, il arrive toujours avec des nouvelles croyances. Il arrive toujours avec une nouvelle idée. C'est ça que tu dois apporter. Merci beaucoup de préciser ça, parce qu'on parlait de qualité de contenu, apporter de la valeur, mais en fait dans la subtilité, c'est essentiel là, ce dernier message d'aller chercher les insights et moi j'aime bien, poser la question aux gens, en tout cas aux dirigeants que j'accompagne. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris qu'on pourrait pas trouver sur Google? Qu'est-ce que tu as appris à la Mmh. dure? Enfin, qu'est-ce que tu connais, mais que tu as appris à la dure dans ton expérience, mais qu'on t'avait pas dit ou qu'on dit pas? Et c'est souvent dans ces insights-là, et là, on sort du coup de ChatGPT, les trucs qu'on pourrait pas trouver sur Exactement. ChatGPT. C'est dans ces insights-là qu'on va réussir à sortir des contenus qui sont, pas forcément, complètement contraires à ce qui est mais qui sont dans la subtilité un peu différents et qui déclenchent le changement chez les gens et c'est un vrai travail de recherche, en fait, c'est un permanent, c'est le travail de la vie, quoi, de noter les insights, les et ouais, merci d'insister là-dessus et je partage, complètement, ton point de vue sur Oussama Hamar, que j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois et qui malgré, tout ce qui se passe, est capable d'amener des nouvelles pensées originales. Ça, c'est un talent qu'il a et c'est à mon avis ce qui fait qu'il continue à être écouté et suivi, c'est qu'il amène des pensées originales et je trouve que c'est ce que tu fais aussi d'ailleurs, sur avec le neuromarketing et cetera et moi en tout cas, c'est ce qui me plaît dans tes contenus. J'ai promis de te libérer à l'heure donc allez dernière question, si tu devais, reconstruire toi ton image publique, from scratch, tu vois? En repartant Mmh. de zéro, mais avec ce que tu sais aujourd'hui sur le cerveau et de ce que tu as appris sur comment communiquer, sur le marketing, quelles seraient les 3 premières actions que tu ferais? Alors imaginons que là, je dois recommencer à zéro. C'est ça? Oui, mais avec tes connaissances d'aujourd'hui, par contre. Parce que moi, je me suis Tu lancé sais il y a pas longtemps donc heu, non, je ferai exactement tout ce que je viens de dire, apporter des nouvelles croyances. Je me focaliserai sur ça, comment je peux changer, et apporter ma vision dans une niche précise. Si là, demain, je devais recommencer d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, OK, ouais, j'ai des millions de vues, je suis classé dans Favicon, tout ça, c'est cool. Mais si je devais vraiment recommencer, je me focaliserais pas du tout sur les vues et sur le nombre de likes. C'est une grosse erreur de croire que c'est ça qui OK. fait vendre. Je l'ai vu parce que j'ai jamais fait autant de vues depuis septembre 2024 à maintenant, on est en 2025. J'ai tapé tous les records. J'ai pas fait plus de ventes, aujourd'hui, mais je me mettrai dans une niche. Là, je suis dans la niche généraliste, hein, du neuromarketing, donc tout le monde va me voir, c'est cool. Mais j'aurais peut-être encore fait plus si je faisais, marketing et consultant. Parce que j'ai beaucoup aujourd'hui de clients consultants, coachs, formateurs et si je faisais que ça, je ferais encore beaucoup plus de ventes qu'aujourd'hui. Avec un message parce que le message, il serait moins diffusé moins diffus. Donc je me ferais là, si je veux tout recommencer, je prends une niche. Je prends vraiment une niche OK. de, là, les consultants, coachs, formateurs, parce que c'est une niche avec qui aujourd'hui, ça marche super bien. Je me sens très, très bon avec eux et pour moi, c'est facile, du coup, à délivrer. Là, aujourd'hui, j'ai tous les groupes du CAC 40 quasiment, en clients, jusqu'à des solopreneurs qui se lancent, Ouais, qui sont dans la d'accord, OK. santé. Donc j'ai tout type de clients, ça j'ai plusieurs entreprises. Du coup, ça me dessert parce que là, je viens d'avoir un nouveau client dans le luxe, par exemple. C'est bizarre de faire une conférence dans le luxe avec tout le département de marketing d'une grosse boîte de luxe et puis le lendemain, je suis avec des infopreneurs qui ont des formations en ligne, et des solopreneurs, une conférence où ils sont 1 500 et ça, Ouais, c'est mon problème de positionnement aujourd'hui. C'est comme ça, mais si je devais recommencer, je ferais que les consultants en disant: «Mais comment vivre du consulting? Comment, faire ses tarifs? Comment facturer? Comment résoudre des problèmes avec les clients?» En fait, c'est un domaine que je connais tellement bien aujourd'hui, ouais, que je fais pas que du marketing dessus. Je pourrais accompagner un consultant de A à Z sur comment se lancer, comment trouver son client, comment envoyer son devis, comment, même les conditions générales de vente, ne pas trop ouais, promettre, de savoir bien réguler, de pas faire des fausses promesses à tes clients, comment délivrer avec, comme tu as dit, avec des piliers finalement ça je ferais ça aujourd'hui. Si je devais tout recommencer, je ferais ouais, consultant et dans ma newsletter, c'est 50 de consultants aujourd'hui, mais j'ai quand même des grands groupes qui me suivent et elle est, ouais. orientée très généraliste encore.
malgré ça. Ouais. Et alors que j'aurais voulu, sortir une newsletter que sur les consultants parce que je pourrais parler des heures, pas que de marketing, sur le métier de consultant parce que pour moi, c'est le métier qui est le plus complet. Tu dois apprendre la négociation, Mmh. les relations aux autres, la vente, que je différencie avec la négociation, le marketing, les relations humaines. Il faut que tu sois bon partout en fait. Il faut savoir manger au Ouais. restaurant avec tes clients, donc il faut savoir bien se tenir, il faut savoir créer des toi, tu as tout en fait. Tu as tout le panel de la psychologie dans un métier, délivrer de l'expérience, déléguer avec de l'IA, recruter, avec des freelances, tu vois? Tu as tout dedans dans ce métier. Pour ça, j'adore le Mmh. consulting, j'adore ce métier-là. Donc si je devais tout recommencer, je ferais que ça et ça marcherait 3 Merci. fois mieux pour moi, hein. Ah, ça n'a pas de prix d'avoir ce retour d'expérience depuis là où tu es maintenant, voilà et c'est un beau message, c'est méfiez-vous de ce que vous voulez parce que vous l'aurez. Ça, je trouve que c'est un vieux proverbe chinois qui Mmh. dit ça et en fait, bah, positionnement généraliste, vous risquez d'avoir des clients, généralistes et après c'est super dur en charge mentale, j'imagine, à gérer et faire ce grand écart donc Ceux qui font le ouais, plus d'argent dans mon entourage, donc bon, bah, je suis entouré avec les gens que genre qui sont à Dubaï, tout ça, les gens qui sont pas trop aimés, mais c'est des gens quand même qui sont nichés. ouais. Tu as des gens qui font des millions parce qu'ils font que les femmes. Donc les femmes, paf, ils sont focalisés. Une niche, Bah, j'ai reçu Margot Cunego, l'épisode sort bientôt. Elle fait beh, des millions, elle accompagne pensais les à elle fans. justement quand je vais te donner cet exemple-là. OK. Elle est nichée, son produit il est précis, elle a un produit. Voilà, ça aujourd'hui, un produit, une niche, c'est je regarde les gens qui font des millions, en fait, ils ont ça. Ils ont pas 1000 produits. Mmh. Donc moi, j'ai quasiment les mêmes scores qu'elle aujourd'hui, mais avec, un travail colossal, du coup, avec, 3 entreprises différentes pour répondre aux CAC 40, aux grands groupes, aux solopreneurs, et OK. c'est beaucoup plus d'efforts et j'ai mis beaucoup plus de temps, du coup, à atteindre ces résultats à cause de ce positionnement. Ouais, super intéressant sur ce que peut créer un propositionnement quand on avance dans le temps et quand on se projette et c'est parce qu'on se dit tout le temps: «Et si ça marche pas?» mais en fait: «Et si ça marche?» et donc c'est Un ça qui est super produit, une intéressant. niche, un produit super solide, facile à délivrer, ça c'est ça qui est le top du top. Romain, comment on fait parce que c'est l'heure, comment on fait pour les gens qui veulent te suivre ou Est-ce travailler avec toi? J'ai bien compris du coup, que pardon, je t'ai coupé. LinkedIn, ouais, pardon. Non, j'ai bien compris que ça pouvait être difficile de bosser avec toi. Comment on fait si on veut vraiment bosser avec toi ou te contacter? Alors, LinkedIn déjà je partage pas mal de contenu, on peut déjà franchement, déjà se débrouiller tout seul et ma newsletter est très, chaque mail c'est, du travail et c'est du contenu précis qu'on peut appliquer. Donc déjà on peut utiliser du contenu, sans, venir chez moi acheter. Et après, sur mon site internet, il y a tous mes produits. Donc, si la personne propose un produit qui est l'économie positive, qui de des bon les experts, voilà. Si vous êtes expert dans votre domaine, vous êtes vraiment, vos clients sont super contents de vous. Dans ces cas-là, c'est facile de travailler avec moi. J'ai 2 produits. Un qui te propose de devenir expert en neuromarketing. Je t'apprends toutes mes connaissances. Si tu veux, ajouter le neuromarketing dans ton expertise, je te donne tout avec une formation continue, qui est avec une communauté et une autre, c'est rendez votre expertise évidente pour les consultants justement où, pareil, je t'aide de A à Z à construire, à vendre, à construire ton marketing. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, pour le partage. J'ai essayé de tenir ça en 1 heure. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas, celles et ceux qui sont encore là à m'envoyer des feedbacks sur LinkedIn. Moi, je réponds aussi ou à en envoyer à Romain. Très preneur de savoir ce qui vous a le plus intéressé de mon côté aussi, enfin moi je vais mettre les liens vers ta newsletter et vers ton site. De mon côté aussi, si vous voulez des ressources plus actionnables qu'un podcast qui est plutôt pour s'inspirer, rendez-vous sur Substack, sur ma newsletter, Le Carnet de Mathieu. J'écris, 2 fois par mois et je mettrai aussi, ouais, le lien. Moi, je suis ta newsletter, Romain, qui est aussi une newsletter Substack, hein, d'ailleurs, je crois. Sa newsletter est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup et c'est un plaisir de discuter avec toi. Merci.